Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Etc, votre rendez-vous avec l'actualité juridique et patrimoniale. C'est notre dernier rendez-vous d'Etc aujourd'hui et on va parler de situations auxquelles vous avez forcément été confrontés. Un enfant qui construit sa maison sur le terrain de ses parents, une société qui finance un bâtiment sur la parcelle d'un associé, un locataire qui édifie un hangar sur le terrain qu'il loue, bref, construire sur le sol d'autrui. La formule paraît anecdotique et pourtant elle ouvre en réalité l'un des chapitres les plus denses du droit des biens et le notaire est en première ligne pour évidemment anticiper, sécuriser ou parfois réparer. Le notaire face à la construction sur le sol d'autrui, c'est donc le grand thème de ce 12e et dernier numéro d'Etc. Une thématique qu'on déclinera ensuite dans nos rubriques famille avec la question des constructions entre biens propres et biens communs, et puis rubrique affaires aussi autour du régime fiscal des constructions édifiées par un locataire en fin de bail. Voilà le sommaire d'Etc. Qui commence maintenant. Et j'accueille sur le plateau pour cette première partie Marc, directeur du Cridon Ouest. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau et également Denis. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau, juriste en charge des questions IMO, notamment au Cridon Ouest. Bienvenue à tous les deux. On va commencer donc autour de cette question de la construction sur le sol d'autrui. Peut-être une première question Denis. Dans l'hypothèse de la construction d'un ouvrage sur le sol d'autrui, que peut demander donc le propriétaire du sol ? Alors, le Code civil de 1804 a reconnu le droit de propriété de manière assez importante et le législateur suit cette logique du droit de propriété et on va voir deux présomptions qui vont jouer. La première présomption, c'est qu'une construction est faite par le propriétaire du sol et la deuxième présomption, c'est qu'il en est propriétaire de cette construction. Ce que peut demander le propriétaire du sol va dépendre en fait de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur. Et concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire donc le propriétaire ? Alors, si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut réclamer soit l'enlèvement des constructions, donc leur démolition, soit à conserver la construction contre une indemnité. En revanche, si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du sol ne pourra réclamer que la conservation du bien contre l'indemnité. Bon, alors comment on détermine une bonne ou une mauvaise foi du constructeur ? Alors, la bonne foi, ça va être tout simplement le constructeur qui justifie d'un titre et il n'en connaît pas les vices. En revanche, est de mauvaise foi un constructeur qui n'a pas de titre ou alors connaît justement les problèmes qui sont liés à son titre. Si un enfant construit sa maison sur le terrain de ses parents avec leur autorisation, il est considéré de bonne foi ? Alors non, la bonne foi, on reste vraiment dans cette idée où on dispose, on justifie d'un titre et on ne connaît pas justement ce vice. Et le fait d'obtenir une autorisation, même de ses parents, de construire sur un terrain, ne fait pas qu'on est de bonne foi. Ça constitue pas justement cette possibilité de construire sur le sol. Il y a une autre logique dans le droit alors. Exactement, il y a une autre logique dans le droit il y a eu un arrêt de 2021 justement. On avait eu un père qui avait été autorisé par sa fille à construire sur son terrain et sa fille avait réussi à obtenir la démolition des biens parce qu'il n'était pas de bonne foi, la simple autorisation ne suffisait pas. Est-ce que cette analyse, elle empêche quasiment toute construction sur le sol d'autrui en dehors du contexte très singulier de l'article 550 du Code civil ? Alors effectivement, on va être très limité dans les possibilités et il faut bien faire attention parce que le simple fait d'obtenir une autorisation n'est pas suffisamment protecteur. Il faut aller au-delà et obtenir une autorisation écrite moyennant une indemnité qui permettra en fait de conserver la propriété de la construction. Marc, dans l'hypothèse où la démolition de l'ouvrage, elle est ni possible ou envisagée, qui est le propriétaire finalement de la construction ? Alors le propriétaire du sol va devenir propriétaire de la construction et devra indemniser le constructeur. Et il convient dans ce cas-là de faire la distinction entre le droit commun, l'article 555 du Code civil, et puis l'hypothèse bien particulière du bail rural. En droit commun, comme je disais, c'est l'article 555, l'indemnité sera égale à la plus faible des sommes calculées des façons suivantes, soit la plus-value
pris par le terrain sur lequel on a édifié la construction, soit le coût des constructions réévalué à la date auquel on détermine cette indemnité et prenant en compte l'état du bien au moment où on détermine cette somme-là. On peut s'écarter de ces règles-là ou pas? Oui, car ces règles d'indemnisation ne sont pas d'ordre public. Elles ne s'appliquent que si les parties ne se mettent pas d'accord. Alors, les parties peuvent s'accorder sur le montant de l'indemnité. Elles pourraient éventuellement s'accorder sur l'absence d'indemnité. Et puis on pourrait avoir des solutions un peu intermédiaires. Elles sont assez fréquentes d'ailleurs dans le cadre des baux commerciaux. On pourrait imaginer par exemple une faculté ou un principe d'indemnisation si le bail commercial n'était pas reconduit. En revanche, la Convention pourrait prévoir que si le bail commercial était reconduit, c'est-à-dire le preneur-constructeur reste dans le bien loué, il y aurait zéro indemnité. Ce qui revient finalement à prendre en compte une forme de technique d'amortissement de la construction. La situation du preneur à bail rural, elle est différente ? Oui, car dans le code rural, le preneur bénéficie d'un principe de liberté culturelle. Il peut faire un certain nombre de travaux, y compris des constructions, sur le fonds loué. Ces améliorations, ce qu'on appelle des améliorations, sont soumises aux articles L469 et suivants du code rural. L'article L473 du code rural dispose notamment spécifiquement que le preneur doit être autorisé à réaliser des travaux pour être indemnisé. S'il ne respecte pas la procédure de l'article L473, il ne pourra pas obtenir d'indemnisation. Ce qui le met dans une situation bien moins favorable que celui qui est de mauvaise foi. Que le constructeur, de mauvaise foi, que Denis a évoqué avant, car le bailleur va conserver les constructions et il n'aura pas d'indemnité à verser. Et quand il y a une indemnité, comment elle est fixée ? Alors là aussi, c'est assez particulier. L'article L411-69, puis l'article L471 du Code rural, dispose que un mécanisme de dette de valeur, toujours, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le coût des travaux, mais réévalué au jour où l'indemnité doit être versée. Et sur cette valeur de référence, on va appliquer un amortissement qui dépendra soit de barèmes préfectoraux, soit équivalent à 6% par an. Ce qui fait que normalement, au bout de 16 ans et 8 mois, l'indemnité est égale à 0. Le preneur, il peut renoncer à ce droit ? Alors, il s'agit ici de règles d'ordre public, à la différence de l'article 555 du Code civil. Donc, toute clause contraire, notamment dans le bail rural, serait réputée non écrite. La Cour de cassation admet simplement que l'on puisse renoncer à ce droit à indemnité une fois que le droit est acquis. Et les juges de dire le droit est acquis lorsque les constructions sont achevées. Donc on pourrait envisager des conventions, des accords particuliers sur cette indemnité, mais uniquement après l'achèvement des constructions par le preneur à bail rural. À quel moment s'opère l'accession véritablement ? Alors ça fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle, car le principe applicable toujours aujourd'hui, c'est accession immédiate. D'accord. C'est-à-dire le propriétaire du sol devient propriétaire immédiatement de la construction. C'est d'ailleurs la solution qui pendant très longtemps a été retenue dans l'hypothèse d'un bail. Le preneur constructeur n'est jamais considéré ou n'a jamais été considéré comme propriétaire des constructions. Notamment en 1921, la Chambre civile de la Cour de cassation avait formulé cette solution. Mais dans une décision du 1er décembre 1964, la première chambre civile énonce que, en présence d'un bail,
le locataire, le preneur, est propriétaire des constructions jusqu'à la fin du bail. Ce qui revient à poser finalement le principe, et toujours admis aujourd'hui, de l'accession différée ou de la propriété temporaire, Ça dépend où selon on se place. Ouais. qu'on se mette du côté du bailleur, propriétaire du sol, ou du preneur, constructeur. Et comment on détermine finalement la fin du bail? Alors, question épineuse et peut-être pas encore totalement réglée à ce jour. Car la notion de fin du bail pourrait correspondre soit à la fin définitive de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur, soit correspondre à la fin de la période en cours, et avant un éventuel renouvellement. Dans une décision du 16 décembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en matière de plantation, semblait dire accession au moment du renouvellement qui suit la réalisation des plantations. Les plantations, c'est comme les constructions en principe. C'est la solution qui semble admise également en matière commerciale, en présence d'un bail commercial, même si les arrêts sont plus hésitants. Ça voudrait dire que la fin du bail correspond simplement à la fin de la période en cours, même si le bail est renouvelé par la suite. Pour le bail rural, là, vous avez une interprétation un peu différente. Alors, là aussi, ça peut être discuté. L'arrêt du 16 décembre 2017 que j'évoquais précédemment concernait un bail rural, mais pour ma part, alors sans aller jusqu'à dire que c'est complètement inexact, je serais plus nuancé. Car l'article L411-71 du Code rural dispose que l'indemnité qui est due par le propriétaire du sol bailleur au preneur constructeur n'est exigible qu'à la fin du bail, et la fin du bail, c'est quand le bail s'arrête complètement. Et il me semblerait assez logique de faire coïncider l'accession avec la date d'exigibilité de l'indemnité pour amélioration, c'est-à-dire, moi preneur, je suis propriétaire des constructions jusqu'à la fin du bail, c'est-à-dire la date à laquelle je pourrais demander, exiger l'indemnité pour la construction. Donc, je pense, et sous réserve peut-être d'arrêt à venir, qu'en matière de bail rural, l'accession ne joue qu'à la sortie du bail. Denis, quels aménagements de l'accession peuvent être réalisés finalement? Alors, il est possible de faire un acte déclaratif par lequel le propriétaire du sol renonce à l'accession, justement. Avant les travaux. Avant les travaux, exactement. Et cette notion d'antériorité est extrêmement importante, d'où l'importance d'utiliser l'imparfait pour bien préciser que cette renonciation était antérieure aux travaux. Si on a une renonciation qui serait plus contemporaine, au présent par exemple, eh bien l'administration fiscale considérait que la propriété des constructions était la propriété de celui qui a le sol, et donc en cas de cession, eh bien on aurait ici une taxe, exactement sur l'assiette de la construction. Et quel est l'intérêt de cette renonciation à l'accession? Alors, on va avoir plusieurs intérêts. Par exemple, si on cède le sol propriétaire des constructions, eh bien, ça permettra de limiter la taxation à l'assiette justement du sol et de ne pas prendre en considération les constructions. Il y a d'autres hypothèses, d'autres cas de figure? Tout à fait, il y a d'autres hypothèses. Ça pourrait être une question de plus-value professionnelle où on va avoir le propriétaire du sol qui va céder le sol à une personne qui sera la même, qui recevra d'un autre côté eh bien, la propriété de la construction. Donc l'acquéreur techniquement sera le même, mais les vendeurs seront eh bien, à la fois le propriétaire du sol et le propriétaire de la construction. Est-ce que cette renonciation, elle nécessite une publication au fichier immobilier ou pas? Tout à fait, parce que ici on touche à un droit réel immobilier, donc tant la constitution que la cession d'un tel droit eh bien, doit être publiée. Il s'agit ici d'une question d'opposabilité au tiers. Et au cadastre alors, comment ça se passe?
Eh bien, au cadastre, on va avoir d'autres hypothèses. Par exemple, il va y avoir besoin d'un état descriptif de division lorsqu'on aura justement une publication avec un sol et un sous-sol qui seront dissociés. Et on peut avoir aussi la nécessité d'avoir un document d'arpentage, par exemple, si on concerne qu'une partie de la parcelle. Bon, Marc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, si on devait résumer? Alors finalement, le fait de dissocier la propriété du sol de la propriété d'une construction peut paraître très artificiel. Ouais. C'est une fiction, peut-être un peu curieux. Et néanmoins, on constate que cette dissociation, qui ne doit pas durer dans le temps, présente des enjeux extrêmement concrets, et Denis vient de l'évoquer, des enjeux en matière de fiscalité, pour réduire le coût fiscal de certaines opérations, ou voire encore de sûreté, parce que quand je suis propriétaire d'une construction, même si je ne suis pas propriétaire du sol, je peux donner ma construction, où je peux consentir plus exactement une hypothèque sur la construction parce que j'en suis propriétaire. Merci beaucoup. Merci Denis d'avoir été avec nous. Marc, vous restez avec moi. On poursuit dans un instant, rubrique famille et affaires. Et on accueille Yvan pour la rubrique affaires qu'on va découvrir dans quelques minutes. Bonjour Yvan. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. On retrouvera dans quelques instants. On va rester dans la construction sur le sol d'autrui, mais cette fois à l'intérieur du couple marié. On va imaginer deux époux qui construisent une maison. Une partie est sur un terrain qui leur appartient tous les deux. L'autre partie sur un bout de terrain qui appartient à l'un seulement. Alors le jour où il faut faire les comptes, en cas de divorce ou en cas de décès, à qui appartient cette maison? Eh bien, on va voir ça avec Marc. Quelle est d'abord la nature de la construction? Est-ce qu'elle est un bien propre ou un bien qui entre dans la communauté? Alors c'est toute la question, puisque si on fait application de l'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété de la construction, sauf qu'en l'occurrence, j'ai une partie de l'assiette qui est commune et l'autre partie de l'assiette qui est propre. On peut retenir une conception mixte ou pas? Alors, probablement pas. Effectivement, si on faisait une application stricte de l'article 552, cela voudrait dire qu'une partie de la construction du bâtiment est propre et l'autre partie est commune. Cependant, les régimes matrimoniaux ne connaissent pas ce principe de dualité. Deux natures différentes, c'est pas possible. C'est pas possible pour un même immeuble, pour une même construction. Par conséquent, il convient de faire un choix. Soit ma construction est intégralement un bien propre, soit le bâtiment est intégralement un bien commun. Et la règle de l'accession, elle peut s'appliquer pour l'un et l'autre terrain? Alors, on pourrait d'abord se demander si, parce qu'une partie de l'assiette de la construction est propre, si ma construction ne pourrait pas être propre. Et on pourrait songer à faire application dans ce cas de figure de l'article 1406 du Code civil qui dispose que constitue un accessoire d'un bien propre un bien même acquis pendant le mariage mais qui a été affecté finalement au service de ce bien propre. Cela permettrait de considérer finalement que la construction soit propre. Néanmoins, il faut respecter deux critères pour faire application de ce régime d'accessoires. Tout d'abord, il faut une intention d'affecter le bien, en l'occurrence le terrain, acquis pendant le mariage au terrain propre possédé par l'un des époux. Et puis, il faut aussi un critère de dépendance économique. Il faut que le terrain, en l'occurrence le terrain, puisse être considéré comme économiquement l'accessoire du bien propre détenu par l'autre époux. Donc il faut que l'immeuble possédé en second soit acquis au service de l'immeuble acquis en premier, c'est ça? Exactement. Ouais. On a cette notion, si on veut faire application de ces critères, il faudrait qu'on puisse déterminer cette notion de bien
au service du bien propre, et sachant que la doctrine, dans son ensemble, considère qu'une simple proximité, une simple contiguïté ne serait pas suffisante à caractériser ce lien de dépendance économique. Ce faisant, la théorie de l'accessoire de l'article 1406 du Code civil serait difficile à appliquer dans la plupart des hypothèses. Donc il faut retenir qu'il s'agit d'un bien commun ? Peut-être. La Cour de cassation, dans une décision de 2019, d'ailleurs en relevant les critères précédents, note que le fait qu'un terrain qui a été acheté par les époux pendant le mariage et qui était contigu à un terrain propre de l'un des époux, ne pouvait pas être considéré comme propre. La proximité n'était pas suffisante. Ils ont donc considéré que ce terrain acheté pendant l'union était un acquet de communauté. Cela amènerait sans doute à considérer que la construction est commune. Face à ces incertitudes, d'ailleurs, des hésitations jurisprudentielles, on conseillera de considérer que la construction est commune, à charge bien entendu pour la communauté de verser une récompense à l'époux qui était propriétaire du terrain propre. C'est la seule analyse qu'on peut retenir pour vous, ou il y en a d'autres? Alors, une partie de la doctrine défend une autre conception, une autre réflexion, qui consiste à dire on va regarder quelle est la proportion ou la surface de la construction d'un côté sur le terrain propre et de l'autre côté sur le terrain commun. Donc admettons que la partie construite sur le terrain commun est plus importante. Eh bien, la construction sera commune. D'accord. À l'inverse, si la construction porte ou la surface de la construction est plus importante sur le terrain propre, dans ces cas-là, la construction sera propre. Économiquement, tout cela sera rééquilibré avec le mécanisme des récompenses prévu à l'article 1469. C'est ce que le mécanisme que l'on appelle le mécanisme de major pars, c'est-à-dire on prend en compte la surface de la construction sur un bout ou l'autre du terrain. La jurisprudence n'a pas encore tranché sur cette analyse. Est-ce que les époux peuvent aménager les règles de l'accession ? Alors, autre sujet délicat, il est usuel d'affirmer que l'on ne peut pas renoncer à l'accession dans le cadre du couple mari. Prenons l'exemple suivant, un des époux est propriétaire en propre d'un terrain et une construction est édifiée pendant le mariage. On devrait considérer que la construction est personnelle à l'époux, mécanisme d'accession évoqué tout à l'heure, mais pourquoi ne pas envisager que l'époux qui est propriétaire du sol renonce à l'accession ? Le sol resterait propre, la construction serait commune. La Cour de cassation en 1987 a affirmé que cette renonciation à accession n'était pas possible car contraire à l'immutabilité des régimes matrimoniaux. Pour ma part, je suis pas convaincu, c'est très prétentieux de ma part, contester ce qu'ont pu dire les conseillers de la Cour de cassation, je ne suis pas convaincu de cela car si l'époux, propriétaire en propre du terrain, a renoncé dès l'origine à l'accession, la construction a toujours été un bien commun. Et donc, si elle a toujours été un bien commun, je n'ai pas d'atteinte à l'immutabilité des régimes matrimoniaux, car ce principe empêche simplement de faire qu'un bien propre devienne commun ou qu'un bien commun devienne propre, en dehors de la procédure de changement de régime matrimonial de l'article 1397. Mais en l'état, ma construction aura toujours été commune. Vous iriez à conseiller une renonciation à accession par l'un des époux ?
Pas toujours. Ouais. Pas toujours. Cela, à mon sens, va dépendre de la nature de la construction. J'hésiterais beaucoup à conseiller cette renonciation à accession dans le cas de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain propre. En revanche, me semble-t-il, on pourrait la conseiller davantage dans le cadre d'un bien professionnel. C'est assez courant en matière d'exploitation rurale. Pourquoi ou agricole? Pourquoi si économiquement la situation est complètement neutre, ma construction, si elle est propre, mais qu'elle a été financée par la communauté, l'époux devra verser une récompense. Si ma construction est commune, c'est la communauté qui devra une récompense à l'époux. Économiquement, c'est complètement neutre, mais il n'est pas anodin de constater au moment de la dissolution du mariage, surtout en cas de rupture, en cas de divorce, que la construction est propre ou pas. Si elle est propre, l'époux qui est seul propriétaire de la construction peut la revendiquer. Ouais. Si elle est commune, c'est différent. Alors, on peut imaginer que si c'est un logement d'habitation, il y a plus de tentations, plus de risques que l'époux propriétaire du terrain ne vienne revendiquer le logement d'habitation. Le risque est sans doute moins important si c'est un bâtiment professionnel et pour lequel, en plus, il n'a aucun intérêt parce que c'est pas lui l'exploitant. Merci beaucoup Marc pour ces réponses comme d'habitude très précises. On retrouve tout de suite Yvan pour la rubrique affaires. Et Yvan, cette fois, on va se placer dans la relation bailleur-locataire. Le locataire a construit pendant le bail arrive à son terme, les constructions reviennent au bailleur par accession de plein droit, sans formalité et sauf clause contraire, ça c'est mécanique, on est d'accord. Mais ce qui ressemble à une simple opération de droit civil cache côté fiscal une vraie ligne d'imposition pour le bailleur, un supplément de loyer, parfois lourd, parfois exonéré selon la nature du bail et les circonstances de la sortie. On va faire le point justement avec Yvan sur ce sujet, avec une première question. Dans quel cas le bailleur qui récupère les constructions à l'issue du bail doit-il être imposé? Donc, l'imposition intervient quand les constructions reviennent gratuitement au bailleur à l'issue du bail, construction édifiée par le locataire. Et par contre, quand les constructions reviennent uniquement contre indemnité, dans ce cas-là, il n'a aucune imposition à constater, en sachant que l'imposition n'est pas liée au type de bail, qu'il s'agisse d'un bail commercial, un bail amphithéotique ou un bail à construction, et elle n'est pas liée non plus à la qualité du bailleur, il peut être soumis au revenu foncier ou à l'impôt sur les sociétés, il sera imposé dans les deux cas, en cas de retour gratuit. Est-ce que l'imposition elle est due uniquement quand le bail arrive à son terme ou aussi en cas de résiliation anticipée? Il y a différents cas, en effet. Quand le bail arrive à son terme à l'échéance normale, et que le bailleur récupère les constructions gratuitement, il sera imposé. Également, en cas de résiliation anticipée, s'il n'est pas prévu d'indemnité pour cette résiliation. Mais il y a aussi d'autres cas, notamment le cas de la cession du terrain au preneur. Dans ce cas, le bailleur ne récupère pas les constructions, mais c'est quand même réputé être une résiliation amiable anticipée du bail qui génère l'imposition du bailleur. Et un autre cas qu'on pourrait citer, c'est la cession conjointe des droits du bailleur et du preneur à un tiers. Et là aussi, c'est traité comme une résiliation amiable anticipée du bail. Et comment on calcule l'imposition alors? Le principe, c'est que l'imposition correspond, notamment ça c'est le BOFIP qui nous le dit en matière de revenus fonciers, elle correspond à la valeur réelle des constructions et aménagements édifiés par le locataire à la date d'extinction ou de résiliation du bail. Et on a le même principe qui est repris en matière d'impôt sur les sociétés par une réponse ministérielle de 2015, la réponse Villomé. Est-ce qu'il y a des exonérations? Il y en a une, et dans un cas spécifique, qui est le cas du bail à construction. Donc c'est une exonération qui est prévue par l'article 33 ter du Code général des impôts, et à l'origine, c'est d'abord un abattement. Quand le bail a une durée comprise entre 18 et 30 ans, le bailleur bénéficie d'un abattement sur cette imposition de 8% par an. Et comme l'abattement est de 8% par an, on aboutit à une exonération totale au bout de 30 ans. Le retour des constructions au bailleur, est-ce qu'il est taxé au titre des droits de mutation? Oui, tout à fait. Et là aussi, on a différents cas de figure. Le premier cas, c'est l'extinction du bail à son échéance.
Et dans ce cas-là, le principe, c'est que le retour des constructions au bailleur est automatique et n'a en principe pas à être constaté par un acte. Donc si on établit tout de même un acte pour le constater, il s'agirait d'un acte déclaratif, au sens de l'article 678 du Code général des impôts, et il subirait une taxe de publicité foncière au taux de 0,715%. Et en cas de résiliation anticipée moyennant le versement d'une indemnité? Là, quand c'est une résiliation anticipée moyennant le versement d'une indemnité, elle va être assimilée à une vente par la Chambre de commerciale de la Cour de cassation. C'est l'arrêt SCI Agnel Tessonnière de 97. Et donc, dans ce cas-là, on est simplement soumis au droit de vente sur le montant de l'indemnité. Et comme il y a plusieurs hypothèses et quand il n'y a pas d'indemnité? Tout à fait. On a toujours différentes hypothèses. Donc, quand il n'y a pas d'indemnité, là, on a moins de texte sur ce point. Mais a priori, on serait sur un droit fixe de 125 € applicable pour les résiliations de baux à durée limitée. Et puis enfin, on a le cas de cession du terrain au preneur? C'est ça, tout à fait. Ouais. Le dernier cas, quand on cède le terrain au preneur, là, la Cour de cassation a une analyse différente de celle du Conseil d'État et on a le droit de vente, mais uniquement sur la valeur du terrain, puisque la Cour de cassation considère qu'on a une extinction du bail par confusion des droits et qu'il ne s'agit pas d'une résiliation amiable anticipée. Merci beaucoup Yvan pour ces précisions. On va maintenant retrouver notre cours d'histoire. En 1804, Napoléon fixe une règle simple. Le propriétaire du terrain est propriétaire de tout ce qui est construit dessus. Point. La règle est nette, presque autoritaire. Une maison ne vit pas seule. Elle appartient au sol. Mais dans la réalité, les débordements arrivent vite. On construit chez ses parents, on bâtit sans titre clair, on se trompe de limite, on empiète sans le savoir sur le voisin. Alors le droit précise. Il regarde les intentions. Bonne foi, mauvaise foi, démolition ou indemnisation. Chaque situation appelle une réponse. Et puis au XXe siècle, tout évolue. La pénurie, la pression foncière, la nécessité de bâtir autrement. 1964. Le bail à construction. Pour la première fois, on sépare ce qui semblait indissociable, le sol et les murs. On peut bâtir sans posséder le terrain. Le droit ne casse pas la règle, il l'aménage. Car en théorie, le sol reste le maître. Mais en pratique, tout dépend de ce qui a été prévu. Et c'est là que tout se joue. Car derrière chaque montage immobilier, chaque convention, chaque exception, la vieille règle attend. Et le jour où rien n'a été prévu, rien n'a été écrit, elle revient. Toujours. Chaque mois, vous nous adressez vos questions sur des cas concrets. Eh bien, il est temps d'y répondre. Et c'est vous, Marc, qui allez répondre aux questions de nos spectateurs. Un notaire d'abord du Cher qui indique qu'un client détient un droit de superficie sur un bâtiment agricole qu'il envisage d'apporter à une société indépendamment du sol. Est-ce que la SAFER a un droit de préemption ? Alors en fait, cette question amène à s'interroger sur la nature du droit de superficie. Car si on pose la question comme ça, c'est qu'on a dissocié la propriété du sol de la propriété de la construction. C'est discuté à l'heure actuelle, mais on peut raisonnablement penser que le droit de superficie est un droit de propriété sur une partie de l'immeuble, en l'occurrence la construction. Et par conséquent, dès lors qu'on apporte un bien en propriété à une société, même sans le sol, la SAFER pourrait avoir un droit de préemption. En tout état de cause, il faudra procéder à une notification auprès de la SAFER et éventuellement, dans cette hypothèse, insérer une condition suspensive en cas de préemption de la SAFER, mais ça renvoie, et c'est un autre sujet, à l'article L143-5 du Code rural. Un notaire de la Nièvre traite un dossier dans lequel un exploitant preneur a planté des vignes. À quel moment a eu lieu l'accession ? Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait que, normalement, en droit rural, l'accession s'opère à la sortie du bail. Mais pour les plantations, la solution, et à l'aube des années 2000, était différente. Alors pourtant, tout à l'heure, j'ai dit qu'une plantation, c'était comme une construction. Ça, c'était principalement pour régler une question de droit de plantation.
La situation était la suivante. Un preneur rentrait sur un fonds, il n'y avait pas de vigne, mais il y avait des droits de plantation. Il plantait, et puis quelques années après, le bailleur lui délivrait un congé, demandant au preneur de partir. Que faisait le preneur? Il arrachait la vigne. On pourrait dire c'est extrêmement mesquin. En réalité, il y avait un enjeu particulièrement important. En matière de vigne, si j'arrache la vigne, je profite de droits de replantation et le preneur quittait le fonds avec des droits de replantation qu'il pouvait aller mettre en œuvre sur d'autres parcelles. Et le bailleur, le propriétaire, se retrouvait avec un fonds sans aucun droit à produire, en tout cas à exploiter la vigne. Pour mettre fin à cette situation qui paraissait inéquitable, les juges ont dit, en matière de vigne, l'accession est non pas différée, l'accession est immédiate. Mais dans un arrêt que j'évoquais tout à l'heure de 2017, la Cour de cassation est venue dire, en matière de plantation, l'accession s'opérera au moment du premier renouvellement qui suit les plantations. Donc pour répondre à ce notaire, si depuis la réalisation des plantations, le bail rural s'est déjà renouvelé, l'accession s'est déjà opérée. Une dernière question qui nous vient d'un notaire du Finistère. Monsieur X a fait construire une maison par son fils sur son terrain. Monsieur X est décédé. Peut-on envisager une renonciation à accession en son nom? Alors ça rejoint ce qu'évoquait Denis tout à l'heure, la possibilité pour régulariser des situations de prévoir des renonciations à l'accession à l'imparfait. Et donc Denis a expliqué qu'on pouvait tout à fait le faire, même assez longtemps après la construction. Là, ça va être un peu plus délicat. Il me paraît assez malaisé de renoncer à l'accession au nom d'une personne qui est décédée. La renonciation à l'imparfait pourrait déjà être discutable, mais elle est admise par l'administration fiscale. Là, je ne tenterai pas, je tenterai pas la chose, et on peut considérer que lorsque le propriétaire du sol est décédé, on ne peut plus envisager de renonciation à l'accession. Merci beaucoup Marc. On voit maintenant quel est le planning des formations à venir chez Coform. Et je salue Audrey, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Donc bonjour à vous Audrey. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau. On va découvrir maintenant, on va faire un zoom sur les formations de Coform. Eh bien, le mois de juin s'annonce particulièrement dense. Plusieurs formations importantes arrivent avec encore quelques places disponibles. Commençons avec le 11 juin, une journée clé avec pas moins de 3 formations dispensées en présentiel comme en distanciel. D'abord en visioconférence, une formation en DIP consacrée aux successions internationales, focus sur le droit de prélèvement compensatoire, animée par Myriam Guémin-Pinoche. Un sujet technique mais essentiel dans un contexte de mobilité accrue des personnes et des patrimoines. Du côté des formations en présentiel, direction Angers, pour une formation en droit de la famille autour du partage, panorama civil et fiscal, avec Rudy Chloé et Valériane Carmoal. Une approche transversale pour sécuriser des opérations souvent sensibles. Et à La Roche-sur-Yon, une formation en droit fiscal sur la pratique de la TVA immobilière animée par Yvan Châtelier pour maîtriser un mécanisme incontournable en matière immobilière. Le 16 juin s'inscrit dans la même dynamique avec plusieurs rendez-vous proposés simultanément. À Nantes, une formation en droit de la famille portera sur le divorce sans juge, le rôle du notaire liquidateur et contrôleur, animé par Christophe Lesbas, au cœur des évolutions récentes de la pratique. En visioconférence, 2 formations viendront compléter cette journée. En droit immobilier, la vente d'immeubles face à la modalité temporelle avec Denis Rousseau, un sujet très concret qui interroge directement la sécurisation des actes dans le temps, et en droit de la famille, le rôle du notaire dans l'établissement de la filiation d'un enfant, animé par Rudy Chloé, sur une thématique à fort enjeu humain autant que juridique. On poursuit avec le 18 juin en visioconférence, une formation en droit fiscal consacrée à la fiscalité du lotissement patrimonial avec Yvan Châtelier dans un contexte où ces opérations nécessitent une vigilance accrue. Enfin, le 23 juin, une formation en droit administratif viendra compléter ce programme en visioconférence autour de la vente et l'acquisition par les communes, compétences et processus de décision, animé par Samantha Ramu, pour mieux appréhender les spécificités des opérations impliquant des personnes publiques.
Merci beaucoup Audrey. Et puis évidemment, les dates, les programmes, les inscriptions, tout ça est à retrouver sur coform.fr. Ça bouge beaucoup au niveau du calendrier, donc n'hésitez pas à vous y référer régulièrement. Merci beaucoup Audrey, merci Marc, merci à tous les intervenants qui se sont succédés durant ces 12 numéros d'Etc. C'était le dernier. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au revoir.